Aujourd'hui, dans Le Génie Incompris, j'ai envie de prendre des risques, d'explorer de nouvelles contrées cinématographiques, de vous faire découvrir un film fabuleux dont vous avez déjà peut-être entendu parler par sa triste et injuste réputation, ou introduit dans Ed Wood, le film de Tim Burton, Plan 9 from Outer Space, le plan numéro 9 de l'outre-espace. Ah bah si, traduction littérale. Quoi, on dit bien outre-mer, pourquoi on pourrait pas dire outre-espace? Donc déjà, si vous êtes là, merci, c'est que vous êtes des vrais, pas comme tous ces gros frileux qui ne cliquent que sur des vidéos qui ne leur apporteront aucune surprise. Donc, n'hésitez pas à la partager en masse, vous allez voir. Ce film est vraiment une petite pépite cachée. De mon point de vue, Ed Wood, c'est vraiment un de nos ancêtres à nous, les youtubeurs. Il avait peu de moyens et faisait pourtant de vrais miracles vidéoludiques. Alors qu'il avait même pas cette fantastique communauté que vous êtes vous, les tipeurs, qui êtes là pour m'aider à financer et à produire ce genre de vidéo un peu plus original, qui me permet de prendre des risques. Et il avait pas non plus de sponsor, comme celui qui aide à la création de cet épisode, l'excellent site Things of the Stars. En effet, c'est bientôt la fête des amoureux, et quoi de mieux pour déclarer votre flamme à l'étoile de votre vie qu'une magnifique tasse à café, un chandail unique ou encore une affiche des étoiles à personnaliser avec un message pour l'élu de votre cœur. Vous pourrez écrire le message que vous désirez en tapant directement le texte sur votre Remington, choisir le support, la couleur ou même, mesdames, ce n'est pas tous les jours, vous pourrez choisir la taille. Il paraît que certaines d'entre vous sont parfois déçus en déballant leurs cadeaux. Enfin, c'est ce qu'un compagnon de bataillon m'a raconté, mais rien de tel ici, puisque vous pouvez choisir tout dans le moindre détail afin de rendre ce jour unique encore plus unique. Si vous êtes seul, ou plutôt du genre à dire la Saint-Valentin c'est toute l'année, alors que vous ne faites pas plus de cadeaux le reste de l'année, ou c'est surtout une fête commerciale, le site marchand Things of the Stars vous propose également toute l'année de merveilleux produits comme le sublime miroir du satellite JWST, ou cette magnifique plaque lunaire que nos fiers astronautes ont déposée sur la surface de la Lune lors de leur premier séjour. Things of the Stars vous offre également l'opportunité de créer votre propre protection pour votre combiné téléphonique anti-choc, antidérapante, antitranspirante pour entretenir la flamme même à distance grâce aux nouvelles avancées technologiques des PET. Les produits sont variés et les créations visuelles originales, à l'instar de ce magnifique imprimé intitulé La naissance de l'univers ou encore cet homme de l'espace disque jockey. Vous retrouverez toutes les infos en cliquant sur le lien en description de ce vidéogramme. Plan 9 from Outer Space est considéré par beaucoup comme étant un des pires films de l'histoire. Hier soir, j'ai regardé en entier le pire film jamais fait. Oh, Plan 9 from Outer Space. Avec Turkish Star Wars, dont je voulais vous parler ici, mais il y a déjà beaucoup trop de Star Wars. Et en plus, cet avis date d'avant la sortie de Star Wars épisode 8, bien entendu. Le film est réalisé par Edward D. Wood Jr., considéré comme en plus étant un des pires réalisateurs de l'histoire du cinéma, mais qui au final est en fait un gars vraiment plein de ressources, sachant jouer de ses faiblesses, tant narratives que financières, ou même humaine, on va le voir, pour sublimer son propos. Ses films sont quasiment tous des fours et il rembourse que très rarement les frais de production. Donc forcément, trouver de nouveaux producteurs, c'est une vraie tanasse pour lui. Donc plein de ressources, il monte des plans pas possibles, il va gonfler artificiellement le budget de certains de ses films pour obtenir des financements. En gros, il va aller chercher des gars qui lui disent je te finance 50% de ton délire, et lui, il sort une prod à 100 000 $. Ouais, c'est pas le même délire qu'aujourd'hui. Sauf qu'en réalité, son film coûte 50 000 $. Et donc le pigeon finance son film à 100%. Méthode de brouteur, reprise notamment pour la production d'un autre joyeux du 7e art, Battlefield Earth. Abonne-toi, on n'est pas à l'abri d'en reparler très très vite. Bref, il sait ce qu'il veut et surtout ce qu'il ne veut pas. Notamment des mecs qui s'y connaissent un tout petit peu en business. Et il va donc tondre d'autres oisillons innocents. Ouais, je me mélange un peu dans les métaphores animalières. Et va chercher des gars improbables, comme par exemple ici, une église baptiste. Pourquoi pas un groupement de boulangers ou la cagnotte de la vente de cookies de la kermesse de l'école primaire locale tant qu'on y est, mais pourquoi pas, Après tout, ce qui compte c'est qu'il ait la thune pour tourner son chef-d'œuvre intemporel. 60 000 $. Ah non, mais c'est vraiment pas le même délire qu'aujourd'hui. Alors attention, faut comparer ça à l'inflation, ça ferait en gros aux alentours de 500 000 $ aujourd'hui. Mais pour 500 000 $, t'as un sourire de Jake Sully et c'est marre. Bref, Ed Wood a son pognon et il peut commencer son tournage maîtrisé, direct, efficace, sans chichi.
Et on va voir tout au long du film la maestria, la vision de ce génie incompris. On attaque dès le début du film avec un gars qui nous prévient de ce qui va se passer par la suite. Les terribles secrets qu'on va nous révéler à propos de pilleurs de tombes de l'outre-espace. Toujours la traduction littérale, venez pas m'emmerder. C'est d'ailleurs le titre original du film avant qu'il soit changé pour Plan 9 from Outer Space à cause de l'église baptiste qui a produit le film et qui ne voulait pas de références trop morbides. Comme quoi finalement les règles de YouTube ça date pas d'hier. D'ailleurs, petite anecdote amusante, toute l'équipe du film a dû être baptisée pour que l'église accepte de mettre la main à la poche. Oui, ça ressemble vachement à Battlefielders. Alors ouais, c'est cringe à souhait, on dirait que le gars va nous aspirer notre âme, mais on reste très loin des montagnes de malaisance du même exercice dans Zardoz par exemple. Petit générique traditionnel des années 50, on voit de grands noms comme Bela Lugosi par exemple, l'éternel comte Dracula. Alors ouais, il est en tout petit alors que c'est sûrement un des acteurs les plus connus du film, mais on va voir pourquoi. Accompagné de Vampira, incarné par l'acteur Maïla Nurmi, qui en gros a créé son personnage de vampiresse pour tout un tas d'autres films, mais qui vient là, bref, une autre époque. Thor Johnson, un ancien catcheur reconverti dans le cinéma, le Dwayne Johnson de l'époque, comme il a le même nom, comme par hasard, ou encore Tom Keane, dont ce fut le dernier film, la sortie par la grande porte, comme un certain Sean Connery. Si, on va en reparler un jour. Et on arrive à un enterrement présidé par Jeff Panaclock. Just at sundown, a small group gathered in silent prayer around the newly opened grave of the beloved wife of an elderly man. Sous l'œil attentif des fossoyeurs, dans un autre champ totalement random, un autre jour visiblement, et par une autre météo. Savoir faire feu de tout bois, malgré les aléas, pour servir son scénario, je vous ai dit. Et vous allez voir, c'est que le début. Préparez-vous vraiment à être transporté. Une fois l'office terminé, les gars viennent faire du jardinage sur un terrain qui n'a strictement rien à voir avec le plan d'avant. On dirait presque une autre histoire en fait. Plan d'insert d'un Douglas DC-4 Skymaster pour situer l'action, c'est une technique tout à fait classique que vous avez vu quasiment dans tous les films et séries. Puis plan à l'intérieur du cockpit reproduit à la quasi-identique. Le souci du détail malgré le tout petit budget. Seuls Joseph L. Mankiewicz et James Cameron ont poussé le détail aussi loin pour Cléopâtre et Titanic. On oublie totalement qu'on dirait l'entrée de la cuisine de Tata Simone et qu'elle peut surgir d'un instant à l'autre avec sa fameuse tourte au mangoustan. Absolument tout y est. Les pilotes annoncent qu'ils vont bientôt se poser à Burbank quand soudain ils se font attaquer par une soucoupe volante dont la lumière vient de leur droite mais que bizarrement ils aperçoivent à leur gauche. Burbank Tower s'inquiète naturellement de ce qui arrive au vol 812 et la soucoupe s'en va et vient se poser dans le cimetière / terrain vague qui n'a rien à voir. Nos deux forçats engagent alors un dialogue qui rend toute relative la puissance dramaturgique de l'échange entre Macaulay et le lieutenant Hanna. S'ensuit alors un splendide fort accord chant contre chant jour-nuit du plus bel effet où Vampira apparaît suivi d'un cri. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, mais PH, c'est pas vraiment un fort accord, les caméras à l'époque, les objectifs, la pellicule était moins sensible, donc à l'époque, voilà, quand il fallait tourner des plans en extérieur pour simuler la nuit, on les tournait de jour et puis on assombrissait ensuite, c'est ce qu'on appelait la nuit américaine, c'est juste une contrainte technique en fait. Et c'est vrai. On retrouve notre veuf et la bonne petite voix off de motivation. Wouhou! The home they had so long shared together became a tomb. The sky to which she had once looked was now only a covering for her dead body. Allez, bon dimanche à vous! Et il se barre plein de joie et d'entrain. Never to return again. À peine cané, c'est là où on voit la vraie maîtrise du rythme d'Ed Wood, le vieux est enterré. Et une de ses amies demande à juste titre ce à quoi on lui répond ferme ta gueule, tu sais pas jouer. Pour une raison étrange, l'enterrement a lieu en pleine nuit et on découvre Chappie et Chapelle, ou plutôt leur mannequin étendu sur le sol. Aussitôt, la police s'en mêle. 3 officiers montent dans une voiture. Ils roulent toute la nuit, puis toute la journée donc, pour arriver à temps au cimetière de nouveau la nuit. Et 3 hommes en descendent, dont un que c'est pas le même qu'au départ.
Ah mais je les reconnais, c'est les poupées sexuelles d'ouvriers du bâtiment de 12 par sec. Je vais quand même les interroger. Encore une fois, Ed Wood montre sa maîtrise de la production. Le mec a à peine de quoi s'offrir un verre de Coca Light en terrasse à Paris, mais il choisit très intelligemment d'investir sur des accessoires d'un réalisme extrême afin de donner un bien meilleur rendu à l'image que juste, les deux gars d'avant qui se seraient juste contentés de jouer la mort. Ah bah, ils savaient déjà pas jouer vivant, y a peu de risque que ce soit plus convaincant en Maccabée, hein. L'inspecteur Clay, joué par Thor Johnson donc, annonce qu'il va fureter un peu dans les parages malgré le danger. L'équivalent du fameux on en discutera à mon retour. Comme quoi, cette tournure scénaristique géniale ne date pas d'hier. Et il part se balader dans la piole de Snoop Dogg. Le lieutenant examine de près les poupées vraiment très hautement quali, et on retrouve le voisin du cimetière qui n'est autre que notre pilote du début, plutôt préoccupé par la soucoupe volante qu'il a vue. Quand soudain, Clay passe alors devant la crypte de notre jeune mort, d'où on sort une sorte de vampire. Vampire joué par... pas Bela Lugosi. Le plus célèbre des Dracula a en effet eu la très mauvaise idée de décéder, pour de vrai, pas dans le film, au tout début du tournage. Ed Wood a donc engagé son chiropracteur, ou sa femme, ou n'importe quel trou de balle, pour peu qu'il ait 2 jambes et un bras, et pour ne pas voir le subterfuge, le gars se déplace masqué, le bras devant le visage, créant ainsi une sorte de... Le talent, monsieur dame. Juste admirez-le quand il vient frapper à la porte de votre imaginaire. Clay est alors encerclé par Dracula et Morticia Adams. Et malgré la défense musclée, il se fait tuer. Pas plus en panique que ça, ses collègues ne peuvent que constater sa mort. Est-il mort ? Oui. Eh bien, une chose est sûre, c'est qu'il est mort. Et quelqu'un est responsable. Bobby, commande-nous des kebabs, tout ce pataquouette m'a ouvert l'appétit. Aussitôt refroidi, aussitôt emballé, Ed Wood sait vraiment capter l'infinie détresse de ses proches d'avoir perdu leurs collègues dans des circonstances si soudaines. Sous l'œil de Nabila qui est présente. Finalement, les soucoupes volantes se baladent un peu partout dans le monde, ils font la une des journaux. On déploie alors l'armée pour leur taser la gueule. On envoie toute la purée, y compris les images d'archives d'une toute autre qualité que le reste du film. S'adapter, toujours s'adapter pour faire vivre son histoire. Mais bon, ça leur fait à peu près autant d'effet que les ronrons d'une saleté de chat chez un adulte normalement constitué, et finalement, il se barre plein d'insolence. Le général Jumel ne peut que constater son échec. Et en fait, t'as vu mon nouveau téléphone ? C'est le dernier Oppo, ultra compact. Il gère le GPS sur les photos ? Eh non, malheureusement, l'antenne n'est pas assez grande. Les soucoupes volantes repartent vers leur vaisseau mère faire leur rapport. Les extraterrestres, qui nous ressemblent totalement, expliquent qu'ils reviennent de mission sur Terre, qu'ils ont tenté une approche diplomatique, mais qu'on est bien trop con, et donc ils suggèrent de mettre à contribution le fameux plan numéro 9, prendre le contrôle des cadavres. De cadavres qu'ils ont eux-mêmes tués, donc. Le vieux et le flic étaient en totale vivance avant qu'ils débarquent. Solution diplomatique. Petit blabla très bien écrit sur le problème des terriens qui réfléchissent trop. Oui, c'était avant Twitter et la télé-réalité. Et un autre petit blabla tout aussi bien écrit entre le pilote et sa femme. Pilote inquiet qu'ils doivent la laisser seule à côté d'un cimetière où des soucoupes volantes se posent et des gens meurent. Et sa femme, qui elle le vit plutôt bien, lui explique qu'elle cale son oreiller entre ses jambes pour ses nuits solitaires. Mais qu'elle est con. Jeff dit à sa femme qu'il ne partira pas tant qu'elle n'est pas enfermée à l'intérieur. Elle rentre donc et ne ferme pas la porte à clé. 2 fois. Jeff est inquiet pour Paola, Eddie, l'hôtesse, lui propose de l'appeler, et un faux raccord. Notre petit veuf du début semble de nouveau très en forme. Paola est réveillée par le téléphone. Hi, Mac. Oh, hi, Mark. Et pendant ce temps, le vieux / vampire entre dans sa canfouine. Elle a juste le temps de dire à Mac que tout va bien, quand le Dracula Wish pénètre dans sa piole en marchant comme un vampire. Alors forcément, avancer comme un nœud comme ça, il voit pas qu'elle s'est barrée déjà. Et donc le truc le plus logique à faire dans ce genre de situation, elle se barre par le cimetière où on retrouve Kim Kardashian. Faux raccord jour-nuit et la Terre se met à respirer. Faux raccord pierre tombale et le commissaire Clay revient à la vie. L'acteur Thor Johnson pendant le tournage n'arrivait pas à sortir, on voit la détresse sur son visage, mais magie du montage, hop, il est dehors. Faux raccord jour-nuit et un gars vient en aide à Paola qui s'évanouit. Malheureusement, notre bande d'affreux lui tombe déjà dessus. Il la charge dans la voiture et se barre. Draculito vient encore de la louper. Ed Wood a vraiment une maîtrise parfaite de son suspense. Je trouve ça grand. La police revient alors sur les lieux du drame, toujours sur les mêmes 3 tombes disposées à la va comme je te pousse, et les E.T. rappellent leurs petits soldats. Les flics sont complètement aux fraises, on comprend ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils font, mais dans le doute, toujours discuter avec ses collègues en pointant une arme sur eux avec le doigt sur la détente. Très très important, la sécurité avant tout. Faux raccord pistolet, les gars découvrent alors une tombe éventrée et se demandent bien à qui elle peut appartenir. Ah là 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 là.
Le coin leur dit vaguement quelque chose, mais bon, enfin, ils étaient là genre il y a un jour, quoi. Ça commence à faire un petit peu long pour la mémoire, pour vraiment restituer les objets. Un troufion descend alors dans le trou pour lire la pierre tombale qui est tombée, et se rend compte que c'est la tombe du détective Clay. Pendant ce temps, ça s'affole au Pentagone. Donc, le général des armées fait un petit toucher-couler pépouze pour se détendre. Hop, une petite perche dans le champ, et le colonel Edwards vient faire son rapport. Le gars est en charge des opérations militaires sur le terrain contre les soucoupes volantes. Mais le général lui explique bien qu'il n'a pas le droit de dire que les soucoupes volantes existent, et qu'il risque la cour martiale s'il soutenait qu'il les a vues. Mais Edwards confirme, et le général lui dit donc que c'était un test qu'il a passé haut la main. Il lui révèle qu'ils sont en contact avec eux, et qu'ils ont mis au point une machine capable de parler toutes les langues, et donc il va faire écouter les enregistrements traduits. Le chef des extraterrestres explique avec beaucoup de finesse qu'il ne parle pas la langue, mais qu'il sait quand même que l'armée américaine ultra secrète a mis au point un ordinateur pour les comprendre, et donc qu'il peut parler tranquillement. Le gars nous traite de race stupide, mais nous rassure derrière en disant qu'ils ne sont pas là pour nous envahir, mais pour nous sauver. Bon, leurs intentions sont quand même pas clair. Un coup, ils veulent nous marrer la gueule parce qu'on a des bombes nucléaires. Un coup, ils veulent nous aider. Mais surtout, au-delà du fait que donc on peut faire péter l'univers, ils veulent surtout être reconnus. Voilà, comme ça. Juste qu'on dise ok, c'est bon, vous existez. Ils parlent pas d'échanges commerciaux, de colonies. Enfin, je crois pas. Ça mérite une deuxième vision. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais en fait, le film, il est disponible en libre service sur YouTube, si vous voulez. Et par contre, dites-moi en commentaire, si jamais un jour, le lien est peu dispo. Le général termine l'enregistrement en expliquant que les conditions atmosphériques dans l'outre-espace interfèrent avec les transmissions. Transmissions qui étaient pourtant parfaitement claires jusque-là, mais bon. Le général envoie le colonel Edwards à Hollywood où se sont posées les soucoupes volantes. You ever been to Hollywood? J'y suis allé en colo quand j'avais 7 ans. J'étais sûr que vous étiez l'homme de la situation. Et le mec se remet à trier des papiers. Voilà, le tri des papiers, voilà. Ça, pour les papiers, les fortiches. Les extraterrestres se présentent de manière extrêmement élégante. Ah, mais ça vient de là en fait. Qu'est-ce qu'ils ont, les pauvres? Il faut envoyer de l'argent? Où est-ce qu'on peut le faire? Qu'est-ce qui se passe? Un Gruyo fait son rapport au suprême leader et explique qu'ils ont essayé de transmettre un message via la télévision. Mais encore une fois, ces putains de conditions atmosphériques ont empêché la transmission. Eros lui dit qu'ils ont réussi à réveiller 3 morts et donc va le chercher pour le montrer au suprême leader qui veut réaffecter les autres vaisseaux parce que... Le gars oublie son texte. Le ton monte parce que les objectifs ne sont clairement pas remplis. Les calculs sont pas bons, Kevin. Réveiller des morts, c'est cool, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est prendre le contrôle des êtres vivants. Parce que, visiblement... Et pour l'instant, ça fonctionne moyen leur histoire. Fort raccord, cicatrice sur le visage de Clay, et le mort-vivant est incontrôlable, et dans une scène digne des Oscars, il attaque Eros parce que le pistolet électrode ne fonctionne pas pour l'arrêter. Tana doit le jeter par terre pour que ça fonctionne. Et ouf, tout le monde est sauf. Eros sort alors son pistolet électrode à lui qui fonctionne parfaitement très bien, et dirige le zombie vers le suprême leader pour qu'il puisse le regarder. Parce qu'il pouvait pas tourner la tête en fait de ce côté pour le voir. C'est connu chez les E.T. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît par rapport à nous. Ils ne peuvent regarder que du côté gauche. Ils ne sont pas ambioculaires, comme on dit dans le jargon. Comment Fury arrive à voir ça? Il se tourne. Ça doit être épuisant. Le chef demande si on est tous aussi puissants que ce spécimen, parce que oui, ils savent que l'armée américaine a un ordinateur pour les traduire, mais ils ne connaissent pas notre puissance. Ils ont alors une idée, ils font sortir le géant qui se mange le rideau. Mais alors, pourquoi qu'ils sont là les E.T.? Non, parce que bon, les mecs, ils ont pas fait tout ce voyage depuis l'autre bout de l'outre-espace pour regarder des couchers de soleil. Non, ils ont bien un but. Et donc là, le but, c'est donc d'accepter leur existence, comme on a déjà vu. Et sinon, tant que ça sera pas fait, ils vont continuer à réveiller les morts. Voilà, c'est tout. Ils sont venus et leur but c'est qu'on reconnaisse qu'ils sont bien là. Et pour ça, ils vont utiliser la super technologie donc de réveiller les morts jusqu'à ce qu'on admette qu'ils sont là. Non, c'est brillant. Rien à redire là-dessus. En tout cas, c'est du jamais vu. Parce que oui, transmettre un message sur la télévision, c'est pas possible. Conditions atmosphériques, tout ça. Et plutôt que juste de... je sais pas, régler l'antenne, réessayer, il conclut qu'il est bien plus aisé d'envoyer des soucoupes volantes pour réveiller les morts. Et puis, c'est logique, le premier truc qu'on pense quand on voit des morts vivants, c'est qu'il y a des extraterrestres derrière toute cette manigance. Toute la fine équipe se retrouve chez Jeff et Paola pour parler de ce qu'il a vu en vol. Wasn't hot, wasn't cold. Attention, c'est très tiède.
La soucoupe se pose et Dracula en sort. Tout le monde y va de sa petite histoire, de sa petite théorie, et le détective dit qu'ils n'ont absolument rien découvert, mais qu'il sent quelque chose. Hooker, qui n'a franchement pas envie de bosser, se la glande sévère contre la voiture. Il voit rien, mais il sent quand même qu'un truc pue du cul. Tout le monde le sent d'ailleurs, mais personne ne bouge jusqu'au moment où Dracula arrive sur le policier. Et c'est vraiment le vampire le plus difficile à semer tant sa vélocité est extrême. Tout le monde se regarde dans le blanc des yeux, dans des chants contre chants tout à fait crédibles, mais pas un ne se sort les doigts du cul pour aider ses collègues. Le policier se met à tirer sur le zombie et pas un seul a la bonne idée de repousser genre avec, je sais pas, une chaise ou la bouteille de coca par exemple. Bon, c'est vrai qu'a priori ce sont juste des flics, un pilote ancien marine et un militaire. Nullement des personnes en capacité de se défendre contre une attaque de petits vieux de 92 baluches. Et courir ne semble pas une option non plus. Soudain, un rayon de la mort totalement explicable et logique à ce moment du récit dessoute Bela Lugosi qui le transforme en Obi-Wan Kenobi parce que... Si tu me terrasses, je deviendrai bien plus puissant que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Oui, ta gueule. Du coup, les gars sont choqués de ouf, mais pas trop, en fait, ça va. Qu'est-ce qu'on fait de votre gars? Ah ouais, truc muche, merde, je l'avais oublié. Quel niveau stratolympique de bas les couilles il faut atteindre pour arriver à oublier au bout de 20 secondes que ton collègue s'est fait dessouder sous tes yeux par un zombie? Notre bande de comiques part en rando safari dans le cimetière donc, un flic qui a failli se faire tuer, un commissaire qui n'en a rien à foutre, un militaire qui n'a pas l'air bien plus fut qu'un autre, un pilote mou du genou, et sa femme qui... voilà. Le Scooby Gang. Une petite remarque misogyne, parce que ça fait jamais de mal, avant de tirer sur sa cigarette. Ah, la bonne vieille époque. Nabila est toujours en errance, probablement à la recherche d'un shampoing, ou d'un exemplaire du scénario, peut-être, je ne sais pas, j'émets des hypothèses. Le commissaire distribue des flingues comme on distribue des bonbons à Halloween, on dirait une après-midi chez Astronogeek. Des flingues ayant brillé par leur inutilité jusque-là, mais... Et du coup, personne ne se dit que ça pourrait quand même être carrément une bonne idée d'envoyer des renforts une bonne fois pour toutes. Après une enquête menée tout en brio à base de preuves et de faits des plus solides, il conclut que... Nos gentils envahisseurs envoient alors leurs sbires kidnapper Paola et le policier. Clay attaque le bleu, qui a de nouveau la vitesse de réaction d'une huître sortant d'un concert de Vincent Delerme, puis attaque la femme assise à l'arrière d'une voiture qui n'a qu'une seule porte latérale droite, vu qu'elle ne peut pas s'échapper de l'autre côté. Nos détectives s'approchent de la soucoupe volante, qui est bizarrement très carrée vue d'aussi proche, avec un bel angle droit, pour un truc qui se veut quand même très très rond, vu du ciel. Geometry. Just ignore it. Le pilote élabore une stratégie diplomatique toute américaine, on tire d'abord et on pose des questions plus tard. Bon, finalement, les E.T. adoptent à peu près la même stratégie, buter des gars. Ils ne peuvent permettre que nous détruisions l'univers avec nos bombes nucléaires. Et finalement, pour des gars qui causent après avoir tiré, ils se montrent tout de même extrêmement verbeux. Bon, donc là, ils ont kidnappé Paola, mais Eros redit qu'ils sont là avec des intentions pacifiques. Bon, là, je vous résume, mais en gros, le gars commence à nous expliquer que le soleil, c'est comme une sorte de tonneau de pétrole dans un discours aussi clair et sourcé que celui de Tonton Fernand après avoir lu François. La femme ouvre sa gueule pour prendre part au débat, mais se fait rabrouer. C'est quand même pas déconner, même extraterrestre, ça reste une femme. Ah, la bonne vieille époque. Petit jeu d'intimidation avec Paola évanouie, le policier et son pote arrivent alors en renfort et élaborent un plan drôlement futé. Ils vont lui foutre un bon gros coup de barre à mine dans sa mouille pour la sauver. Les flics s'approchent de la soucoupe carrée. Geometry. Ça part en bourre-pif général, mais Tana appelle également du renfort. Pour une raison tout à fait logique, le détective ne prend ni part au combat de Jeff, ni n'empêche Tana d'appeler ses petits copains. Lui et Edwards laissent le pilote tout seul dans sa merde et se barrent comme des gros lâches. La soucoupe prend alors feu et elle décolle. Finalement, Clay est en Obi-Wan Kenobi également. Tu me terrasses. Oh ta gueule! Et on n'a toujours pas la moindre idée de ce que Nabila foutait dans cette histoire à part chercher du shampoing. On retrouve alors notre narrateur pour conclure ce magnifique récit d'une phrase qu'on n'entend que chez les plus grands. Can you prove that it didn't happen? À ce stade, aucune nouvelle des deux autres vaisseaux du début, ni du vaisseau mère, et cette magnifique histoire se conclut sur ce twist scénaristique de toute beauté. Alors, je sais pas vous, mais quoi qu'en disent les ronds de cuir, les têtes pensantes du cinéma élitiste, Plan 9 est vraiment une réussite de bout en bout qui prouve à chaque plan le génie d'Ed Wood à faire avec peu, finalement très peu. Le génie est quelque part.